C'est la dernière ligne droite. Vous n'avez plus que quelques heures pour décider de vous associer à TV Liberté pour que notre aventure ensemble continue. Alors je sais bien que certains d'entre vous sont là, agacés parfois par nos demandes. Pourtant, elles sont les seules garantes de notre indépendance. Vous le savez, sur TV Liberté, vos programmes ne sont pas interrompus par des publicités pour vous pousser à consommer. Derrière mon épaule, pour préparer nos émissions, aucun milliardaire pour souffler mes propos, aucun parti politique pour dicter notre ligne éditoriale. Seulement nous et vous. Grâce à vos dons, TV Liberté peut se targuer d'une indépendance totale. Ce modèle, c'est aussi celui qui offre la possibilité aux plus fragiles d'entre nous d'accéder à une information de qualité et à des décryptages étayés gratuitement. Car nous pensons que chacun doit être responsable et savoir s'il peut contribuer un peu, beaucoup ou passionnément à notre entreprise d'utilité publique. Ce combat n'existera demain que si vous agissez aujourd'hui. Il reste maintenant peu de temps, jusqu'au 31 décembre minuit, pour faire un don et contribuer à la fabrique d'une information libre, crédible et vérifiée. Vous seul pouvez nous aider à continuer notre travail, alors je compte sur vous. Bonjour à tous. L'Afghanistan est souvent présenté comme le théâtre d'une guerre sans fin, un pays lointain, difficile à comprendre, réduit à quelques images de conflits récents. Pourtant, pour saisir ce qui s'y joue aujourd'hui, il faut accepter de remonter loin dans le temps, bien avant le XXe siècle, bien avant les interventions soviétiques ou américaines. Car l'Afghanistan n'est pas seulement un pays en guerre, c'est d'abord un espace stratégique, un carrefour entre empires, au cœur de l'Asie, convoité, traversé, disputé depuis des siècles. Un territoire où les puissances extérieures sont venues projeter leurs ambitions, leurs modèles politiques, souvent sans comprendre les réalités profondes du pays. Du XVe au XVIIIe siècle, l'Afghanistan se situe à la frontière des grands ensembles impériaux. Au XIXe siècle, il devient l'un des enjeux majeurs du grand jeu, opposant l'Empire britannique à la Russie tsariste. 3 guerres anglo-afghanes, des interventions militaires, des retraits précipités. Et déjà cette question centrale, peut-on contrôler l'Afghanistan sans le gouverner réellement? Pour en parler, pour remettre en perspective ces siècles d'histoire, nous recevons aujourd'hui le général Philippe Sidos, auteur de Les guerres d'Afghanistan, un ouvrage qui propose une lecture de longue durée, indispensable pour comprendre pourquoi, hier comme aujourd'hui, ce pays résiste aux certitudes des empires. Philippe Sidos, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Passé Présent. Alors vous êtes général de brigade en 2e section, diplômé de l'école de guerre, docteur en histoire et diplômé de l'INALCO, les langues en langue russe, avec une longue carrière militaire et diplomatique qui vous a conduit à servir comme attaché de défense en Russie, au Tadjikistan et au Kazakhstan, et a effectué de nombreux séjours opérationnels, notamment en Afghanistan, et enfin au sud de Liban de 2016 à 2018. Alors vous êtes, je le disais, l'auteur de Les guerres d'Afghanistan qui viennent de paraître, qui ont paru en mai 2025 chez Perrin. C'est donc Perrin avec une coédition ministère des Armées. C'est un ouvrage qui retrace donc les conflits qui ont façonné le pays depuis le 19e siècle. Et vous avez également publié La guerre soviétique en Afghanistan dans la collection Campagnes et stratégies chez Economica en 2016, qui est une analyse approfondie du conflit afghan des années 79-89, fondée sur une riche connaissance du monde russe et des sources originales. Donc votre double trajectoire, à la fois expérimentée et réfléchi, expérimenté sur le terrain et réfléchi en tant qu'historien, faites-vous un des rares auteurs capables de comprendre, d'éclairer les enjeux diplomatiques, militaires et culturels qui traversent l'histoire de l'Afghanistan. Alors, déjà, l'Afghanistan, je vais poser une question bête, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'abord un espace avant d'être un État? Effectivement, c'est la question fondamentale. Maintenant, c'est un État, mais effectivement, auparavant, c'est un petit peu comme tout au 19e siècle et 18e siècle, c'était plutôt un espace. Quand les Britanniques s'installent dans les Indes, c'est encore un espace. Quand ils contestent aux Français la présence dans les Indes, c'est aussi un espace, avant que ça devienne
l'Empire britannique des Indes. Et puis d'abord, c'est aussi un espace, et ce qui est très intéressant dans l'Empire des Indes, parce que l'Empire des Indes est indissociable de la guerre en Afghanistan. Donc les Britanniques contestent la présence française dans les Indes, les fameux comptoirs que nous avons tous appris. Alors on ne va pas les réciter parce que là on va coller pas mal d'auditeurs. Mais néanmoins, Louis XV, Duplex, c'est la Compagnie des Indes orientales. En fait, ce sont des guerres privées ou commerciales. C'est très intéressant avec les Britanniques d'observer ça. Et puis les Britanniques nous rejettent des Indes sous Louis XV et même après, pendant le consulat et la Révolution, il y a toujours une présence française dans les Indes. On essaye toujours d'être présent et d'exister. Et puis après, ça va se transformer par l'expédition d'Égypte de Bonaparte. L'expédition d'Égypte de Bonaparte qui est directement contre les Britanniques, avec l'idée d'aller vers les Indes. Et on retrouvera ça également après dans ce grand espace perse, moghol, parce qu'en fait c'était l'empire moghol qui dominait jusqu'au XVIIIe siècle l'espace afghan et même le nord-ouest des Indes, ou ce qui correspond un petit peu en ce moment au Pakistan, qui est devenu après le royaume sikh. Napoléon, quand il va s'allier aux Russes, avec le traité de Tilsit en 1807, aura également cette idée d'atteindre la puissance britannique par la Perse, avec l'aide des Russes qui, eux, passeraient par l'Asie centrale et descendraient à travers l'Afghanistan vers les Indes. Alors ce sont des projets quand même un peu chimériques. Quand on voit les difficultés que les Britanniques ont rencontrées après, c'était des projets chimériques. Néanmoins, la grande stratégie existe déjà à l'époque, et atteindre l'Empire britannique dans sa source, la source de la richesse aux Indes, relève de la grande stratégie. Et en fait, on retrouvera toujours un petit peu ça. La grande géopolitique, on la retrouve dans la façon dont on considère l'Afghanistan, cet espace afghan aux frontières mal reconnues, aux frontières mal définies. Et puis on verra donc quand même qu'à la fin du 19e siècle, la définition des frontières entre les Britanniques et les Russes amènera quand même une définition de l'espace qui devient l'État afghan. Alors cet espace afghan, par qui est-il vraiment gouverné? Est-ce que ce sont des équilibres locaux? Il n'y a pas de pouvoir central? Alors c'est une alternance. Jusqu'au milieu du 18e. Au milieu du 18e, en fait, c'est une alternance. C'est une alternance entre des personnalités et des tribus. Oui. Il y a toujours cet espoir d'unification. Alors, on l'a forcément en tête avec la prise de Kaboul récente, la prise de Kaboul par les Soviétiques, la prise de Kaboul par les Américains. Donc Kaboul reste quand même un symbole. Alors avant que ça devienne un symbole, l'empire afghan, le royaume afghan, a une origine. Tout État a une origine. Et en fait, la véritable origine de l'empire afghan, c'est Ahmad Shah Durrani au XVIIIe siècle. Oui. Et Ahmad Shah Durrani, en fait, est un général, un officier issu du royaume perse et qui se lance vers l'Empire des Indes. Il se lance vers l'Empire des Indes et en fait, de façon complètement incroyable, il s'empare de Delhi en 1757. Oui. Donc vous voyez, il y a quand même... Quand on est dans l'Empire des Indes britannique, on peut avoir cette impression que l'Afghanistan peut rentrer en Inde. Alors à l'époque, c'est un Afghan issu du royaume perse, et on va le retrouver dans la première guerre anglo-afghane, cette crainte de la Perse. La Perse joue une influence, en tout cas à cette époque. Après, elle le jouera beaucoup moins, la Perse qui devient bien sûr l'Iran. Mais en fait, l'idée que l'Afghanistan peut aller jusqu'à l'Empire des Indes, et le Pakistan, les Indes, c'est une réalité historique. Et alors, ces fameuses structures tribales, est-ce que vous pouvez nous les décrire Alors les tribales, c'est lié. Alors là, c'est un univers particulièrement complexe. Ouais, rapidement. Particulièrement complexe, alors qui est lié bien sûr aux religions que l'on peut connaître. En Afghanistan, on a des Pashtuns, on a des Tadjiks, on a des Hazaras, et puis on a une multitude de vallées et de tribus dans tout cet univers. Et le véritable problème, c'est l'unification. Alors l'unification se fera globalement pour l'Afghanistan avec une domination des Pashtuns, ce qui se retrouvera avec les talibans au XXe siècle. Il y aura très peu de rois ou d'émirs issus d'une autre tribu, et ça créera des problèmes de toute façon. Il y a quand même une domination des Pashtuns. Alors après, vous avez tout ce qui est tadjik au nord, vous avez des Hazaras qui sont issus de l'empire mongol, vous avez une influence perse, toute la zone ouest d'Hérat, qui sera également très contestée au XIXe siècle. Donc voilà, donc on a cette mosaïque de tribus, plus ou moins dominé, quand même globalement dominé par les Pashtuns. Il ne faut pas non plus oublier, bien évidemment, l'aspect géographique. C'est un pays très
Alors la géographie, difficile d'accès. La géographie est absolument magnifique. En dehors de la difficulté la rend magnifique. Alors la géographie, on a tous des images de l'Afghanistan. Alors il faut varier les images. On a d'abord des chaînes de montagnes désertiques, on a des zones désertiques gigantesques, mais on a également des zones cultivées, des fameuses zones vertes, dont les soviétiques parleront beaucoup pendant leur campagne, des zones assez boisées qui sont très favorables aux embuscades. Au combat très rapproché, que les Français également connaîtront pendant leur intervention. Mais effectivement, c'est un espace gigantesque, avec des vallées énormes, des passages routiers quand même bien sûr très difficiles. Alors les Russes, les Soviétiques dans un premier temps, construiront, avant leur intervention de 1979, ils construiront une grande route circulaire qui fait tout le tour de l'Afghanistan pour désenclaver. Ouais. Néanmoins, et après, la zone en particulier, là, ça me permet de revenir sur la géographie, il n'y a pas que des zones désertiques et des zones montagneuses sans zone boisée. Les Américains connaîtront dans le sud-est de l'Afghanistan beaucoup de difficultés dans des provinces comme le Kunar et le Nouristan, et des zones, bien sûr, avec des zones montagneuses très abruptes, des vallées, qui serviront, alors on peut l'imaginer aisément, qui seront très favorables à la guerre menée par des bandes armées, des mouvements de résistance, qui mettront en échec, en fait, tout au long de ces conflits, des puissances militaires organisées de façon classique. On en reparlera, bien évidemment. Dans le cours de cette émission, alors, est-ce qu'on peut dire que, donc, 18e siècle, 1747, on assiste à la naissance vers ce qu'on peut appeler quand même un État afghan. Est-ce que cet État devient-il tout de suite un État tampon stratégique ? Alors en fait, ça devient un État tampon parce que, après la disparition du père de l'Afghanistan, Ahmad Shah Durrani au XVIIIe siècle, il y a des querelles de succession. C'est l'éternel problème de ce pays. Il y a des querelles de succession et il y a l'Empire britannique qui se rapproche de l'Afghanistan, enfin la compagnie des Indes orientales qui se rapproche. Il ne faut jamais oublier, c'est une compagnie privée. Oui. Un peu sous le contrôle de Londres, qui a également qui a deux grandes écoles. Une école de formation de ses officiers, indépendante de la formation des officiers de l'armée du roi, ou de la reine un peu plus tard pour la Deuxième Guerre anglo-afghane, et une école de diplomates. En fait, Londres délègue à cette compagnie son empire. Alors ça devient un État tampon et un État qui subit un peu une expansion. Et surtout, pour une des causes de la première guerre anglo-afghane, c'est l'expansion du royaume de Perse, avec l'aide des Russes. Puisque les Russes s'étendent vers le Caucase et vers la Perse. Alors après, il y a un certain nombre de guerres et beaucoup de traités qui se succèdent les uns aux autres avec la Perse. Et la Perse, en fait, subit diverses influences françaises, surtout après le Premier Empire. Ça commence sous le Premier Empire avec Napoléon, puis après, sous la Restauration, les Russes s'y installent et deviennent prédominants, mais avec une contestation des Anglais. Et les Perses cherchent à s'étendre vers l'Afghanistan, vers la zone de Hérat. Et pour les Anglais, ou les Britanniques, disons les Anglais, plus simplement, pour la Compagnie des Indes orientales, cette expansion de la Perse vers l'Afghanistan représente une menace pour eux. Alors, ce sont des menaces, avec les informations dont on dispose, et même d'ailleurs avec les moyens modernes, ce serait la même chose. Il y a beaucoup d'illusions sur cette menace, il y a beaucoup de fantasmes bien évidemment, mais néanmoins, c'est également une période où les informations proviennent d'officiers aventuriers et diplomates. Et ce sont chaque gouvernement envoie de ses officiers vers des zones inconnues. Les Russes envoient des officiers explorateurs vers l'Asie centrale, qu'ils ne possèdent pas encore, qu'ils posséderont uniquement à la fin du XIXe siècle, et les Britanniques font la même chose. Alors, il y a beaucoup d'initiatives personnelles, c'est ce qu'on appelle le grand jeu. Alors, il y a beaucoup d'initiatives personnelles, mais et ces officiers, bien sûr, établissent des rapports, rédigent des livres qui sont lus à la fois. Par exemple, un auteur britannique, un auteur anglais comme Alexander Burns, qui est le grand aventurier du début du XIXe siècle, écrit son livre. Il est reçu comme un héros et comme un personnage important à Londres, mais son livre est lu en Russie. Et forcément,
à travers ce livre, les Russes s'aperçoivent que ces explorateurs sont allés très loin. Ils sont allés même en Asie centrale. Donc forcément, à partir de cette période, en fait, les gouvernements de chaque empire commencent à juger de l'endroit où leur expansion pourrait aller. Alors pour les Russes, bien sûr, ce serait les rives de l'Oxus, de la Moudaria, qui correspond grosso modo à ce que deviendront les frontières de l'Empire russe, puis de l'URSS. Et les Britanniques imagineraient bien monter également vers l'Asie centrale, vers ces univers un peu inconnus et que l'on pense être très riches. Parce que nous sommes d'accord, pour l'instant, il n'y a pas encore de frontières fixées. Non, il n'y a pas de frontières fixées. Alors justement, je voulais arriver à ce grand jeu. D'où vient cette expression, le grand jeu ? Le grand jeu, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça vient, ce sont des auteurs. Alors on peut l'attribuer à Arthur Connolly, on peut l'attribuer à Rawlinson, ceux qui sont des officiers britanniques. Alors ça, ils l'écrivent dans leurs livres, dans les livres qu'ils rédigent. Alors ce sont des gens qui cherchent aussi une gloire personnelle, qui cherchent à faire carrière, forcément. Et donc avec ces explorations, et puis avec les ouvrages qu'ils rédigent, qui font rêver, bien évidemment, les ministères, les ministres ou des sociétés de géographie. En fait, ce sont des univers inconnus qui font rêver. Donc forcément, à travers ça, l'expression apparaît, le grand jeu, puisque eux-mêmes se trouvent parfois en contact avec leurs concurrents. C'est assez incroyable. Ils peuvent se rencontrer en plein désert. Avant la première guerre anglo-afghane, il y aura une guerre entre la Perse et Hérat. Hérat qui veut également être un petit peu indépendant par rapport à Kaboul, ce petit royaume d'Hérat qui cherche à avoir sa mini-indépendance. Et on retrouvera également, c'est très intéressant à observer, parce qu'on retrouvera cette tendance avec la guerre contre les soviétiques, avec tous ces chefs de guerre moudjahidines qui en fait se créent des mini-royaumes en fait. Et donc cette époque des petits royaumes qui contestent ou qui pourraient potentiellement s'allier à l'influence de Kaboul, on retrouve cette volonté. Donc le grand jeu, on retrouve ces officiers explorateurs, des gens comme Pottinger, qui se déplacent habillés en afghan bien évidemment, et qui par le plus grand des hasards peuvent rencontrer leurs concurrents. Et même à Kaboul, avant la première guerre anglo-afghane, il y aura une forme de rivalité. Les deux, le russe et le britannique, seront présents en même temps à Kaboul pour jouer de leur influence et promettre leur aide à l'émir de Kaboul. Et donc en fait, c'est un jeu qui est joué par des individus. Oui. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Pas encore de puissance, pourtant les Britanniques interviennent en Afghanistan, militairement cette fois-ci, en 1839. Alors qu'est-ce qui va les pousser à intervenir militairement et quels moyens, quelles forces vont-ils mettre ? Alors ce qui est très intéressant, c'est que même dès la première guerre anglo-afghane, il y a des erreurs d'appréciation. On juge l'adversaire à l'aune de son propre jugement. Et on le retrouvera systématiquement dans tous les conflits. Alors les informations dont la Compagnie des Indes orientales dispose à cette époque restent relativement précis, en fait. Alors, il y a bien sûr les rapports qui sont faits en priorité par Alexander Burns. C'est donc un officier explorateur. Et puis après, vous avez tout un jeu de jalousie et de rivalité. Et puis vous avez celui qui dirige la Compagnie des Indes orientales, le directeur qui est nommé par Londres, et qui lui a des ambitions différentes, et qui lui subit également l'influence de conseillers qui ont une vision différente de l'Afghanistan. Vous avez donc Alexander Burns qui connaît bien l'Afghanistan et qui estime que l'émir qui est en place en ce moment à Kaboul, certes, joue un peu sur les deux acteurs principaux, les Russes et les Britanniques, mais qu'il a potentiellement un intérêt pour les Britanniques. Le prestige de la Compagnie des Indes orientales est réel. La façon dont la compagnie a installé son pouvoir, établi le commerce dans les Indes, est connue à Kaboul. Donc il y a quand même un prestige britannique, les gens le savent. Mais malheureusement, son choix
sera contesté par le directeur qui s'appelle Auckland. Et après, bon, les Britanniques surnommeront le choix qu'il fera d'intervenir en Afghanistan comme la folie d'Auckland. Parce qu'il obéit à un autre conseiller. Et on retrouvera tout cela dans les guerres soviétiques et dans les guerres américaines. Vous avez une opposition entre les conseillers, puis il arrive un moment, le patron, il décide mal. Et là, c'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement des Indes orientales qui décide. Alors, il décide d'aller, en fait, faire un changement de régime. Parce qu'il y a eu un émir qui a été déplacé, et puis après il y a eu des guerres entre, disons, le royaume d'Afghanistan et le royaume sikh. Alors le royaume sikh est un état tampon entre le royaume des Indes, le royaume des Indes, alors disons-le comme ça. Vous avez entre l'Afghanistan et les Indes, vous avez le Sindh, plusieurs royaumes Sindh et le royaume sikh. Alors le royaume sikh est très intéressant parce qu'il a fait appel à des conseillers militaires étrangers, dont des Français, des officiers de l'Empire. Alors ça paraît absolument incroyable, des officiers de l'Empire qui sont venus à dos de chameau, à cheval ou à pied, de France qui ont fait leur service d'abord en Perse, puis au royaume sikh. Et le royaume sikh s'est constitué une très belle armée qui a résisté aux Britanniques, et qui résistera aux Britanniques, mais qui sera vaincu entre les deux guerres anglo-afghanes, mais qui sert dans l'immédiat de tampon entre l'Afghanistan et les Indes. Et les Britanniques vont s'allier, parce qu'ils négocient énormément. C'est ça qui est très intéressant dans la façon dont les Indes, l'Empire, disons, des Indes, gère la situation. Il y a énormément d'accords diplomatiques, énormément de traités, et qui sont faits, avec des correspondants qui sont envoyés, des ambassadeurs, et puis après décidés. Alors, il y a énormément de cadeaux, énormément d'influence, et la puissance militaire britannique commence déjà à jouer son rôle. Et donc, lorsque les Britanniques interviennent en Afghanistan, est-ce qu'ils envoient beaucoup de troupes, et quel est l'objectif Alors l'objectif, c'est un changement de régime, en fait. Un changement de régime, pour des raisons diplomatiques, commerciales des régions... alors, on trouvera toujours chez les Britanniques forcément un objectif commercial, pour s'ouvrir vers la Perse, pour s'ouvrir potentiellement vers les Khanats d'Asie centrale, mais c'est un changement de régime. Parce qu'ils estiment que Dost Mohammed, qui est en place à Kaboul, joue le jeu des Russes. D'accord. Donc il s'agit de se battre contre un supposé allié des Russes, et on va se battre contre qui, véritablement contre l'armée de Kaboul. L'armée de Kaboul, en s'alliant avec le royaume sikh, qui est très prudent d'ailleurs, qui s'est beaucoup battu contre les Afghans, mais qui est très prudent à ce moment-là, et qui en fait n'intervient pas. Donc c'est uniquement l'armée... alors ce sont, comment dirais-je, vous avez l'armée de Bombay, donc ça devient l'armée de l'Indus. Alors ce sont des regroupements. Alors l'armée britannique à cette époque, il y a des régiments qui appartiennent à la couronne, qui sont formés avec des sujets des îles britanniques, avec beaucoup d'Irlandais d'ailleurs, commandés par des officiers britanniques issus de la formation officielle britannique, et puis des régiments de l'armée des Indes, ce qui ne devient pas encore l'armée des Indes, l'armée de Bombay, des grandes des protectorats des Indes, et tout ça s'est amalgamé avec énormément de troupes locales, énormément d'Indiens qui rentrent en Afghanistan. Alors ils se livrent à de grandes batailles, qu'ils arrivent contre une armée classique à cette époque. C'est toujours pareil en Afghanistan, on rentre facilement, parce qu'on se heurte à une armée classique. Oui. En gros, c'est ça. Et pour les trois conflits, ce sera la même chose, pour les trois grands conflits. Et puis après, on s'installe. Ils rentrent à Kaboul, ils installent le nouveau roi, qui n'est pas très bien accepté. Mais comme les Britanniques savent gérer l'argent et savent gérer la culture locale, dans un premier temps, ils s'installent pour un certain nombre d'années. Et alors, est-ce qu'ils commettent déjà des erreurs majeures dans la compréhension du pays, qu'ils connaissent quand même un petit peu par les explorateurs dont vous parliez tout à l'heure? Alors, c'est l'éternel problème de toute cette époque, c'est que les débuts d'installation se passent bien. C'est-à-dire que tous les occupants gèrent relativement bien les populations et les influences auxquelles ils font face. Grâce à de l'argent, grâce à l'administration qu'ils imposent, grâce à l'organisation qu'ils imposent. Donc ils apportent une certaine forme de paix. Mais assez rapidement, effectivement, il y a des rivalités. Il y a des jeux de rivalité des différents émirs, des différents chefs de tribus en Afghanistan qui commencent tout doucement à contester le pouvoir britannique et puis surtout, quelque part, la présence étrangère lasse. La façon dont les Britanniques se comportent lasse. C'est-à-dire que
certes, si ce n'est pas une colonie, ils ont très bien compris, les Britanniques, qu'ils ne pourraient pas s'installer parce qu'ils éprouvent des difficultés. Alors ils s'étendent, c'est ça qui est assez incroyable. Largement au-delà de Kaboul, ils s'étendent. Ils recrutent des troupes locales. C'est aussi un grand art, c'est-à-dire avec quelques officiers anglais et des troupes locales. Alors les troupes locales sont recrutées grâce à de l'argent, tout simplement. Les Britanniques payent. Jusqu'à un certain point. Et puis quand la présence britannique commence à coûter cher pour Londres, on réduit les budgets. Et ça commence à fâcher. Alors vous avez une conjonction entre l'insatisfaction qui est liée à la présence des étrangers, au simple comportement des étrangers et à la présence étrangère, et au moindre à la diminution du paiement. Et effectivement, quand les Britanniques, s'ils ont envahi Kaboul par le sud, en fait la jonction se fait maintenant entre Kaboul et la fameuse passe de Khyber, et donc par le royaume sikh. Et là, à partir de ce moment-là, il y a des difficultés avec les tribus qui sont moins payées. Londres réduit le paiement. Et à partir de là, il y a une insatisfaction qui naît à Kaboul. Et est-ce que les troupes anglaises sont sujettes à une guérilla? À cette époque, oui. Au-delà de Kaboul, ça commence, oui. Parce qu'il y a des on ne peut pas parler d'occupation militaire stricto sensu. Non, en aucun cas, c'est très difficile d'en parler. De toute façon, ça n'a jamais été le cas en Afghanistan. Impossible. C'est absolument impossible de tout contrôler. On contrôle un certain nombre de villes, de localités, et puis après, on établit son influence. Et puis tout dépend de l'art des autorités d'occupation, disons, parce qu'il y a toujours une forme d'occupation. Le terme n'est pas galvaudé en l'utilisant. Et puis après, tout doucement, il y a une contestation, parce qu'il y a les fils, en fait, dans les familles, les fils des émirs déchus ou renversés veulent jouer un rôle, veulent s'imposer, contestent le pouvoir en place. Et donc, ils arrivent à regrouper des tribus locales qui attaquent tout doucement les postes britanniques établis tout autour, pas seulement à Kaboul, au sud, au nord, à l'ouest, des petits postes qui sont régulièrement attaqués. Et puis, tout doucement, l'influence britannique à Kaboul est ouvertement contestée, et ce qui mène à l'insurrection de 1841. Voilà, donc insurrection 1841. Et comment réagissent à ce moment-là les Britanniques? Est-ce qu'il y a une répression ou est-ce que... Alors, le problème, c'est que l'armée britannique et la population britannique, parce que ce qui est absolument incroyable dans ces époques, que l'on comprend mal, en fait, c'est tout à fait logique. En fait, les gens s'installent, les gens font carrière, les gens restent 20, 30, 40 ans, au maximum de leur vie aux Indes. Et donc, à Kaboul, les Britanniques ont amené leurs familles. Les familles vivent à Kaboul, et également les familles des Sipahi, des recrues indiennes, des régiments Sipahi qui sont installés. Ce qui fait que l'armée britannique, quand elle se déplace, il y a un certain nombre de combattants, et il y a de 3 à 4, voire 5 fois plus de civils, les familles, les enfants, et tous les gens qui maintiennent le niveau de vie et le style de vie de l'armée britannique. Parce que ce qui paraît, il y a quand même des images qui correspondent. Les officiers britanniques, tous les soirs, sont habillés et sont servis à table avec des bougeoirs et avec une vaisselle en argent. C'est une réalité. Et donc forcément, à Kaboul, les familles choquent. Au bout d'un moment, ça choque parce que le style de vie britannique choque, mais l'armée britannique, c'est une forme de liquéfaction. Ils se sont bien installés, tout le monde s'est bien installé, et on n'a plus vraiment affaire à une armée britannique de combattants. Donc l'armée britannique subit des attaques pendant plusieurs mois. Elle est mal installée également parce qu'elle a négocié ses implantations, elle est mal installée au niveau opérationnel, et tout doucement, les garnisons britanniques sont attaquées. Et ils sont obligés de négocier. Et ils négocient leur retrait. Ils négocient leur repli de janvier 1842. Et c'est là où on a les images qui sont peut-être restées dans la mémoire collective du retrait, le retrait en plein hiver. Et alors, les chefs, les généraux britanniques, les généraux anglais, sont maladroits. Il n'y a pas que des généraux de grande qualité, il y a des généraux qui sont maladroits, qui négocient le passage entre Kaboul et le royaume sikh, entre Kaboul vers Peshawar, Jalalabad. Et ça se passe mal. Ça se passe mal, la retraite dure à peu près une semaine, et c'est en plein hiver, avec une armée de à peu près 3-4 000 soldats, mais 3-4 fois plus de civils. Des familles et des accompagnateurs. Et très rapidement, en fait, cette armée est harcelée, malgré les négociations qui ont été faites, parce qu'en fait, les gens qui harcèlent les Afghans, veulent
à la fois s'emparer de ce qui est encore des richesses, parce que même la colonne britannique qui se replie possède des richesses, entre les armes, de l'or même, parce qu'il y a de l'or, ça c'est une réalité. Et sans arrêt, pendant cette retraite, il y aura des négociations entre les Britanniques et les Afghans qui les assiègent, qui les attaquent. Mais très rapidement, le froid, les combats, la supériorité, alors à l'époque c'est quelque chose qui est incroyable, la supériorité de l'armement des Afghans. Les Afghans ont un fusil qui tire beaucoup plus loin que le fusil des soldats britanniques. Par qui? Alors c'est un fusil local. Un fusil local qui s'appelle le Gesail et qui est un fusil qui porte beaucoup plus loin que le fusil. Alors, on ne va pas voir ça comme une revanche, mais que le fusil qui était employé, le même fusil qui a été employé à Waterloo. Et donc il y a une infériorité. Par contre, dans cette retraite, un certain nombre d'unités anglaises, dont le 4e régiment d'infanterie, se comportent particulièrement bien. Là, il y a quand même le soldat britannique, le soldat anglais. Il y a quelques pages d'héroïsme qui sont Il y a écrites. énormément d'héroïsme, et ça donnera lieu à énormément de tableaux, les tableaux héroïques de l'époque victorienne. Des récits, bien évidemment. Et puis, il faut voir, ce qui est absolument incroyable, c'est que les femmes des officiers britanniques se comportent avec un extraordinaire courage. Il y a des prisonniers, il y a des otages, les Afghans prennent des otages, négocient, il y a sans arrêt un chantage. Bon, et puis finalement, les restes misérables de l'armée britannique se battent à Gandamak. Et là, c'est l'image classique, mais que nous aussi, on a connue dans l'armée française, un peu les Cameron, des Sidi Ibrahim. Les gens se battent jusqu'au dernier. Alors, il y a quand même des prisonniers, il y a quand même une 50aine d'officiers britanniques qui survivront. Tout le monde n'est pas tué. Et ils arrivent, et puis là, ça donnera également lieu à d'extraordinaires tableaux, puisque le dernier, c'est un médecin. Mais ça, on connaît le tableau. Le fameux tableau, voilà, où un cheval épuisé avec un... Voilà. Et après, l'humiliation subie par les Britanniques sera vengée. Alors, il y aura de grandes discussions, mais les Britanniques lanceront une armée contre Kaboul, pilleront Kaboul et détruiront Kaboul. Et là, ils prendront compte, bien évidemment, tous les enseignements des défaites qu'ils ont subies, mais ils se replieront après. Ils laisseront, et d'ailleurs, ils réinstalleront de façon absolument incroyable le roi d'Ostommen qu'ils avaient renversé. Qu'ils avaient déposé. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, une trentaine d'années, une grosse trentaine d'années, pour arriver en 1878, à ce qu'on appelle la deuxième guerre la deuxième guerre anglo-afghane. Donc, en quoi cette guerre diffère-t-elle de la première, et est-ce que les Britanniques avaient tiré des leçons de leur échec initial? Militairement, ils en ont tiré des leçons, c'est certain. Mais les raisons pour lesquelles ils rentrent en Afghanistan sont un petit peu les mêmes que pour la première guerre anglo-afghane, c'est la rivalité avec la Russie. Alors les Russes sont beaucoup plus actifs à cette époque et ça devient, c'est beaucoup plus gouvernemental. Ils se sont installés en Asie centrale, ils ont pris sous leur contrôle tous les khanats d'Asie centrale et donc ils sont proches de l'Afghanistan. Ils envoient des ambassades. Alors, ils jouent un jeu qui est très dangereux, en fait, parce qu'ils envoient des ambassades à Kaboul. Le roi qui est installé à Kaboul, qui dirige Kaboul, qui dirige donc l'Afghanistan, joue lui aussi un double jeu avec les Britanniques. Mais à cette époque, les Britanniques qui ont... Il ne faut jamais oublier qu'entre les deux, il y a eu la fameuse révolte des Sipahs en 1857. Et là, on est beaucoup plus... Londres contrôle beaucoup mieux. Mais en fait, il y aura les mêmes erreurs qui vont être reproduites. Et puis là, on est quand même dans la période de la grande domination coloniale, de l'esprit de domination. Et les Anglais vont poser un ultimatum au roi de Kaboul, à l'émir, et vont l'obliger à couper tout contact avec les Russes. Alors, comme le roi de Kaboul ne cède pas, ou tout au moins c'est un véritable ultimatum qui est posé, que les Afghans ne peuvent pas accepter, et les Anglais rentrent, les Anglais de nouveau rentrent militairement en Afghanistan, mais ils rentrent par 3 colonnes, avec cette fois-ci des généraux beaucoup plus habiles à manœuvrer, et qui gagnent un certain nombre de batailles, qui rentrent également dans la légende victorienne, et tout doucement ils arrivent à s'emparer de Kaboul en faisant tomber l'émir d'Afghanistan. Mais ils placent un homme à eux. Ils placent de nouveau quelqu'un à eux.
Ils s'installent, mais en fait, déjà, ils n'ont pas l'intention de vraiment rester. C'est la grande différence avec la première fois. Faire un contrôle indirect, voilà. finalement. C'est un contrôle indirect, mais ce qui se passe, et puis en plus, il y a énormément de problèmes pour rester en Afghanistan, des problèmes de maladie avec les troupes. Ensuite, ça coûte très très cher. Mais ce qui se passe, c'est que venant d'Hérat, il y a une grande offensive afghane qui menace les forces britanniques qui sont au sud, qui menace Kandahar, et les Britanniques subissent une énorme défaite en juillet 1880 à Maiwan. C'est une énorme bataille où ils perdent 1000 hommes en une seule journée. Alors comme en 1879, ils avaient déjà perdu énormément, ils avaient perdu dans le Zululand une grande bataille à Isandwana, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes qui viennent de Londres, donc il faut à la fois restaurer le prestige britannique face à la domination des Indes, mais se retirer également. Donc dans un premier temps, ils vont restaurer leur prestige, en particulier avec le général Roberts qui va vaincre ce qui reste un petit peu des armées afghanes qui ont vaincu en 1880 l'armée britannique du côté proche de Kandahar. Et donc ils vont rétablir une forme pas de protectorat, mais d'alliance avec l'Afghanistan et se retirer d'Afghanistan. Donc finalement, voilà, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas le gagner comme une colonie classique, il n'est pas question d'en faire une colonie classique. Non, c'est impossible. En fait, l'Afghanistan, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Donc, par contre, ils imposent... Alors, il y a énormément d'accords. Ils fournissent même de l'armement. Et tous les arrangements, c'est un arrangement effectivement indirect avec l'émir de Kaboul pour que l'émir de Kaboul... En fait, le principal intérêt des Britanniques, c'est qu'il n'y ait pas d'influence russe en Afghanistan. Alors, ils imposent également ce qu'on a appelé la ligne Durand. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette frontière artificielle, finalement, est-ce que c'est l'un des héritages les plus lourds du 19e siècle pour l'Afghanistan ? Oui, effectivement. Alors, la ligne Durand, du nom d'un diplomate anglais, sépare en fait l'Afghanistan de l'Empire britannique. Mais en fait, le problème, c'est que cette ligne Durand coupe les tribus pashtunes entre l'Afghanistan et ce qui va être le Pakistan, la frontière nord-ouest. Et effectivement, ça restera toujours, et même dans la période de la fin du 19e jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et même dans l'entre-deux-guerres, dans notre entre-deux-guerres, ce seront toujours des zones instables. Il y a même des films qui sont apparus, des films des années 50 des Britanniques sur ces zones-là, les films de l'armée des Indes, les combats se déroulent dans cette zone-là. Churchill ira comme journaliste dans cette zone. Et il y a sans arrêt des combats. C'est une zone qui restera toujours instable, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc c'est toujours... C'est toujours en vigueur, cette... Alors cette ligne, oui. Cette ligne n'a pas bougé depuis le 19e siècle. Alors c'est une ligne qui est toujours en vigueur, mais qui a été contestée par les Afghans, qui a même été contestée par le président Karzai, entre guillemets, mis en place par les Américains après 2001. Et même, il y a des erreurs diplomatiques qui ont été commises sur cette ligne Durand par un diplomate américain. Mais bon, il arrive un moment où cette ligne, elle est imposée et elle est maintenue. Alors, il y a eu aussi un accord avec les Russes beaucoup plus au nord, mais là, ça a donné lieu à beaucoup moins de contestation. Mais la ligne Durand, fondamentalement, oui, a été un problème parce que c'est une zone qui est mal définie, mal tracée, et l'opposition que les Américains rencontreront avec les tribus pashtunes de la région pendant leur guerre, les tribus ralliées même aux talibans, prouvent que c'est une ligne qui a été mal découpée. Alors nous allons terminer cette émission qui est une première partie. Il y aura une deuxième partie d'émission sur les guerres du XXe siècle. Mais donc, on va terminer sur la troisième guerre anglo-afghane en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que cette guerre était décisive et quel est son déclencheur ? Alors, le déclenchement vient des Afghans. Donc là, il y a un État afghan qui s'est quasiment installé, mais l'émir subit des pressions à la fois de militaires afghans et à la fois de courants religieux qui deviennent très puissants et très influents à cette époque. Et l'idée est bien sûr de se rapprocher, de contester également cette ligne Durand et d'attaquer les Anglais. Donc il y a des incursions qui se font sur le territoire théoriquement contrôlé par l'Empire britannique, et il y a une réaction britannique. Alors
l'armée des Indes à cette époque est assez affaiblie, mais il y a une bonne reprise en main de l'armée britannique et qui inflige un certain nombre de défaites avec un premier bombardement, bien sûr très limité, de Kaboul, mais qui impressionne quand même avec des combats qui sont techniquement que les Britanniques dominent, mais qui imposent, et finalement ils s'imposent. Alors, c'est un véritable traité de paix qui est imposé à l'émir d'Afghanistan, mais qui crée quand même, c'est considéré en tout cas par les Afghans comme la période de leur indépendance. C'est vraiment leur date d'indépendance, puisque les Britanniques se retirent réellement, quasiment, pour avoir toute forme d'influence en Afghanistan. C'est vraiment la fin de l'influence britannique vers l'Afghanistan, la fin du rôle qu'ils veulent y jouer. Mais est-ce qu'on peut déjà identifier des constantes qui vont piéger les puissances au XXe siècle ? Les constantes, oui, parce que les empires soviétiques et américains, oui, quelque part l'empire américain, qui après voudront venir en Afghanistan, la constante, c'est de penser qu'en prenant Kaboul, on va tenir l'Afghanistan. Et en pensant que l'on va commencer à imposer un petit peu sa culture, sa civilisation, son mode de fonctionnement à l'Afghanistan, même avec une grosse aide économique, ça ne passe pas, ça bloque au bout d'un moment. Et même en formant une armée afghane liée à l'occupant, ça ne fonctionne pas non plus. Les soviétiques, on va le voir, et on l'a vu pour les Anglais avaient des régiments afghans, ça ne tient pas. C'est quelque chose qui ne tient pas. Au bout d'un moment, ils se révoltent. Au bout d'un moment, ils ne sont pas fiables. On va le voir après pour les Soviétiques et pour les Américains. Il y a aussi là une constante, c'est-à-dire que les unités formées à partir d'Afghans, certes, peuvent se battre un certain temps, mais après se décomposent. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que, en fait, c'est toujours une guerre civile. C'est une guerre civile depuis le début. C'est une guerre entre des potentats locaux. Alors on les appelle chefs de guerre, on peut les appeler chefs de guerre moudjahidines, on peut les appeler émirs de telle ou telle région, mais ce sont toujours des potentats locaux, ce sont toujours des influences locales qui contestent le pouvoir de Kaboul ou qui veulent le prendre tout simplement, ou alors le pouvoir de Kaboul qui ne s'est pas suffisamment composé avec la mosaïque de tribus d'Afghanistan. Bien, Philippe Sidos, je vous remercie. Donc nous continuerons cette conversation sur les guerres d'Afghanistan dans l'émission de la semaine prochaine, donc consacrée cette fois-ci au XXe siècle et à la situation au XXIe siècle. Donc je rappelle votre ouvrage paru chez Perrin, une coédition avec le ministère des Armées, Philippe Sidos, Les guerres d'Afghanistan. À la semaine prochaine. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Donc avant de nous quitter, vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine, toujours sur l'Afghanistan.